Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de l'information. Édition que nous ouvrons en mettant le cap sur la région de l'extrême nord du Cameroun où l'insécurité va grandissant. Boko Haram a de nouveau frappé dans les villages Gossi et Torok dans l'arrondissement de Mokolo. Bilan, un mort, plusieurs maisons ont été mises à sac et des petits ruminants emportés. Les populations en détresse appellent les pouvoirs publics au secours. Frédéric Moutomé, Adjigonji. Encore une atteinte de Boko Haram enregistrée à l'extrême nord du Cameroun. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2019, une bande d'individus lourdement armés, constitués d'éléments de la secte islamiste et terroriste Boko Haram, ont fait éruption dans les localités de Itéré et Bavangola dans le Mayo Moscota et Badahal Gossi dans l'arrondissement de Mokolo, région de l'extrême nord du Cameroun. Le bilan de cette autre attaque fait état de centaines de petits ruminants emportés, de plusieurs maisons pillées et saccagées, avec en prime un mort sur le carreau, le nommé Rewa Gaïdi, 80 ans sonné, égorgé froidement dans son domicile. Le bilan est qu'ils ont tué une personne âgée de 80 ans, un certain Gaïdi Rewa, un vieux. Maintenant, c'est vraiment, ça ne va pas. Ils ont aussi emporté les petits ruminants et les denrées alimentaires. Cette autre attaque fait suite à une précédente menée dans la nuit du 20 au 21 septembre 2019 dernier dans les mêmes localités avec en prime la destruction du poste militaire de Gizinad et une fois encore des dégâts matériels enregistrés par les populations des localités de Toufou et de Gossi dans l'arrondissement de Mokolo. Ces gens ont déjà maîtrisé toutes les localités dans notre secteur. Ils maîtrisent puisqu'il y a nos enfants qui sont allés depuis au Nigeria, ils sont ensemble avec eux, ils maîtrisent déjà l'endroit. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils viennent de fois se cacher sur les grands arbres là, ils se cachent pour observer le mouvement de la population. Et avec les chaînes montagnardes, les montagnes, c'est pas facile aussi de mener le combat normalement puisque nos militaires, il n'y a pas assez d'effectifs. Et vraiment, ça ne va pas. De côté de Gitsinat, jusqu'à présent, après l'attaque du poste des militaires du 20 au 21 septembre 2019, jusqu'à présent, les militaires n'ont pas rejoint puisque là-bas aussi, il n'y a pas assez d'effectifs. Les populations ne savent plus à quel sens s'ouvrir car pour elles, l'arrondissement de Mokolo est devenu le champ de prédilection de Boko Haram et pour s'en prémunir, elles se réfugient dans les montagnes. Mouvement des populations, puisque ça fait longtemps, les populations de village Badahal qui vient d'être attaqué hier, ils ne dormaient même pas, ils dorment seulement dans les montagnes. Bon, les vieux qui sont allés le trouver ne pouvaient pas se déplacer avec ces femmes, raison pour laquelle ils l'ont tué. Là, de cette situation, ces populations crient leur ras-le-bol, appellent à la multiplication des stratégies pour barrer la voie aux exactions de Boko Haram à travers le renforcement du dispositif sécuritaire dans leur localité. Toujours en fête société, rendons-nous à présent dans la ville de Bouda, c'est dans le département des Bamboutos à l'ouest du Cameroun, où une présumée proxénète séjourne dans les cellules de la brigade de terre de Bouda. Rosine Maninkem, 41 ans, était spécialisée dans le placement des filles adolescentes contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Jean-Jamais Yedna, Roston Difo. Si ne voulez pas, elle a appelé les gens pour... Chez moi. Oh madame, laissez-moi, c'est elle qui me pose la question. C'est l'une des chambres de passe où des petites filles adolescentes sont livrées aux adultes au quotidien contre des espèces sonnantes et trébuchantes, payées auprès de cette présumée proxénète en complicité. Combien de personnes ont couché avec toi chez eux? Peut-être 3. Les noms? Alino, Sangoku, avec Kirikou. J'ai traité avec sa maman. Oui. Soit disant sa maman. Quand j'étais avec elle, j'ai vu cette petite femme à problème. J'ai arrêté. Un jour, j'étais allé au bar, elle a dû aller
disant que sa petite fille est arrivée, mais elle ne veut pas qu'elle sorte en route. Elle a ordonné alors à Aline de partir avec moi à la voie. On est arrivé à la maison. J'ai vu cette fille-là, elle n'avait pas l'âge de ma fille, l'âge de ma petite soeur même qui me suit, même l'âge de mon petit frère qui me suit. J'ai dit, mais tiens, ça c'est quoi que cette femme-ci fait ça? Bon, je me suis retourné, je suis parti. En arrivant au bar, j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça c'est quoi que tu fais comme ça là? Si c'est toi-même ton enfant, en fait, ça va te plaire. Elle m'a giflé. Bon, depuis ce jour-là qu'elle m'a giflé, je ne bosse plus jamais avec elle. J'espère que c'est tout. Est-ce que vous devez donner l'argent à cette femme comme les autres, comme à nous? Est-ce que vous deviez payer après avoir couché avec cette femme qu'elle te proposait et que tu ne connaissais pas déjà? Moi, je n'avais rien à dire. Je ne sais pas si elle avait posé pour moi, je ne sais pas. Avec toi, tu ne devais pas donner de l'argent? Parce que je l'ai retiré avec sa maman. Ah oui. Sa maman. Ok, d'accord. Ok. Je l'ai donné 1000 francs que ma fille pense à Dieu. On parlait justement de qui, cette femme-là? Son nom, Madame Rosine. Elle fait quoi dans la vie? Elle va en couleur. Au-delà de cette prostitution bien organisée sur mineurs, c'est dans cette pièce de fortune, 6 au quartier Montio, dans le centre-ville de Bouda, département des Bamboutos, que Maneke Rosine, la quarantaine dépassée, présumée proxénète, tisse également ses plans de vol et autres pratiques de sorcellerie. Son mode opératoire: tromper la vigilance des petites filles pour en faire des sources de revenus à travers des vols et des parties de jambes en l'air. J'ai demandé à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. L'enfant nous a dit que la première jour, sa fille m'a demandé que pas m'aider chez nous, pas m'aider chez nous à préparer. Elles sont parties. Ça ne fait pas. J'étais au champ. Je suis rentrée quand l'enfant était assis devant la porte. Le sang coulait partout. Mes voisins étaient là pleins. J'ai déposé le sac du champ. Je suis venue demander à l'enfant que c'est quoi. Le sang coulait. Les gens ont dit que regarde, le sang coule sur elle partout. Elle dit que la maman là a cherché les hommes qu'on la couche. Et on l'a couché. On l'a juré. C'est pourquoi le sang coule comme ça. Je voulais la taper, on l'a dit non, ne la touche pas. Je l'ai laissée. Elle est partie se laver. Je me suis couchée avec la fatigue du champ. L'enfant aussi s'est couché. Je ne sais pas comment ça fait. L'enfant est reparti chez elle. Quand on demande l'enfant dit que le remède qu'elle avait coupé sur elle, c'est ça qui l'a fait retourner. Et elle avait déjà dit à l'enfant que si on les arrête, il ne faut pas que l'enfant dise que sa maman est en vie, il faut que l'enfant dise que sa maman est déjà morte et son père. Quand nous sommes rentrés, elle m'a donné le remède, que c'est d'abord un remède noir. Et d'abord mangé, d'abord parti prendre les oranges, on est rentré avec. Le matin on allait vendre, elle nous a donné 500. Et quand on est encore rentré, elle m'a coupé que c'est le remède de la maladie. La maladie n'a jamais m'arrêté. Pourquoi comment? On doit avec la langue. C'est pour la maladie, moi jamais m'arrêter du lit. Le jour qu'elle a coupé, elle a encore mis le noir là, sur ça, m'a encore donné le poulet, manger, mais avec. Le soir, maintenant, on est parti pour voler le poulet. On marchait. Il ne se faisait pas trop soir. Vers les 16h, on est parti voler 2 poulets, on est rentré, on a préparé, on a allé vendre, on a donné l'argent. Et nous avons encore envoyé qu'on part voler le porc. On a trop volé les choses. Elle nous a envoyé qu'on part voler le porc. On est parti, on nous a arrêtés, on nous a menés, on nous a tapé. La deuxième fois, elle m'a encore envoyé, refusé qu'il ne pas partir. Elle m'a arrêté, elle m'a tapé, mon œil est devenu rouge. Une activité de prostitution sur adolescente et de vol aggravé dans le quartier que rejette un bloc d'incriminés. Vous ne la connaissez pas. Elle dit plusieurs fois, on l'a arrêté avec vous, avec tes enfants, pour mettre au commissariat. Monsieur, c'est moi qui l'amène au commissariat. C'est moi qui il a les dossiers au commissariat. Elle a dit qu'elle est orpheline, elle n'a pas de mère ni de père. Ok. Nous avons eu un témoin qui déclare que vous l'avez appelé de venir chez vous. Elle est arrivée, elle a trouvé que l'enfant était trop petite, elle a donné 1000 francs à l'enfant et il est parti. Mensonge, monsieur. On ne me visite même pas, j'ai des chiens devant ma porte. Et en attendant la conclusion de l'enquête,
ouverte à cet effet. La présumée proxénète et voleuse Manneke Rosine est en garde à vue depuis mardi 15 octobre 2019 dans les cellules de la brigade Terre de Bouddha. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atangandi, a procédé à l'installation des responsables récemment nommés par décret du chef de l'État Paul Biya du 7 octobre dernier. Jean-Oscar Libok, Mohamed Essoumba II. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous êtes à partir de cet instant installés dans vos différentes fonctions d'inspecteurs généraux du ministère de l'administration territoriale. C'est un décret du président de la République signé le 7 octobre dernier portant réorganisation du ministère de l'administration territoriale. À cet effet, 3 postes créés dans le domaine de l'inspection générale au MINAD ont vu porter à leur tête 3 administrateurs civils principaux férus à la tâche et rompus au service administratif. Comme inspecteur général de l'administration territoriale, Sieur Aboubakar Iyawa, avant ce poste, il était préfet du département de la KDI. Comme inspecteur général des questions électorales, Bekila Gisèle Valéry, rompue à la tâche car elle occupait ses fonctions à l'ex-ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle mesure très bien la tâche qui lui est consacrée. En ce qui concerne ma mission, l'inspection générale des questions électorales, tout comme le MINAT, est l'interface entre le gouvernement et l'organisme indépendant qu'est ELECAM. Donc nous allons continuer toujours dans ce champ électoral d'accompagner ELECAM dans l'accomplissement de ses missions. Puis comme inspecteur général des services d'Ivan Kwele Ngomen, avant ce poste, il était inspecteur général des services régionaux du Nord-Ouest. À tous ces promus, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi a prescrit un service dans la loyauté et la rigueur. C'est une autre occasion que le chef de l'État leur accorde de servir davantage l'État, d'être rigoureux dans le travail, d'être pondéré en ce qui concerne la gestion des personnes et des situations, mais d'être également ferme quand il s'agit de prendre des décisions. N'oubliez pas que le binôme du renouveau qui nous guide tous dans les actes que nous posons, la rigueur et la moralisation. Je crois que vous venez d'être nommé les inspecteurs généraux, c'est des postes très élevés dans la haute administration. On peut dire qu'au vu des échéances électorales à venir, ainsi que les tâches qui interpellent le MINAD, l'État remobilise ses troupes pour permettre à ce ministère d'être à la pointe de la performance administrative. Yves Bertrand Noël Djana est le nouveau préfet du département du Mongo, c'est dans la région du littoral. Il a été installé à sa fonction au cours d'une cérémonie qui était présidée par le gouverneur Dieudonné Samuel Iva Diboa. Les précisions dans ce reportage. Camerounaise, vous l'avez dit, vous avez parlé de simplicité, c'était aussi... Au rythme de la fanfare, des trop-papiers issus de l'armée de terre, de la gendarmerie et du corps des sapeurs-pompiers soutiennent la cadence. Le pas alerte, la démonstration sous les yeux des badauds vaut son pesant d'or. Le nouveau chef de terre du département du Mongo, Yves Bertrand Noël Djana, prend les commandes d'une unité administrative commandée depuis 2 ans par Irénée Galingon. Nommé par décret présidentiel numéro 2019 par 536 du 7 octobre 2019 et âgé de 43 ans suite à sa naissance à Mouna-Télé le 12 décembre 1976. Lancement éponyme dans la Léquier. Après un parcours primaire et secondaire au petit séminaire des Fonds, sans faute, couronné d'un baccalauréat A4 en 1995, il suiva ses études universitaires à l'Institut catholique de Yaoundé de 1996 à 2002 pour obtenir tour à tour une licence, une maîtrise et un DEA en philosophie. En 2005, il fera un tour en France pour obtenir à la faculté de médecine de l'Université de Paris 5 un master en éthique biomédicale. En 2007, il est admis au concours de l'ENAM et en sort auréolé en 2009. Il est marié et père de 4 enfants. Il en aura un 5e en consommant. L'événement qui a pour cadre la place des fêtes de la ville de Nkonsamba est présidé par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboa. Le nouveau préfet du Mongo
a connu jusqu'ici une carrière tout aussi brillante qui l'aura conduit à occuper les postes ci-après. De 2009 à 2010, cadre d'appui au MINAT, 2010-2011, chef service assistance économique et financière des collectivités territoriales décentralisées, de 2011 à 2013, sous-préfet lancement de Doumé, 2013-2017, sous-préfet lancement de Tonga, 2017-2019, préfet du département du Faro et Déo, jusqu'à sa mutation au même poste dans le Mungo. Monsieur le préfet, comme vous pouvez le constater, le chef d'État vient de porter son choix sur vous. Un administrateur civil principal pétri d'expérience professionnelle. Après la revue des troupes, l'autorité en chef de la région du littoral a pris place à la tribune officielle aux côtés du gratin politico-administratif, religieux et traditionnel du département du Mungo. Des allocutions de circonstance, celle du gouverneur aura un retentissement particulier. Le nouveau préfet du Mungo ayant reçu pour mission de préserver l'ordre public en développant une collaboration de proximité avec les populations, à l'instar de son prédécesseur. Chers collaborateurs, le département du Mungo, qui vous reçoit désormais de présider aux commandes, marque sa spécificité en ce qu'il abrite outre les services départementaux, mais également les services régionaux du littoral, et où foisonnent toutes les ethnies et croyances religieuses du Cameroun. Les formations politiques légalisées dans ce pays ne sont pas en reste dans votre département. En gardant votre neutralité vis-à-vis des partis politiques, vous veillerez à leur coexistence pacifique, à l'encadrement de la libre expérience partisane de nos citoyens dans le secret de nos lois républicaines en vigueur. Et c'est par la signature des documents marquant le passage de services techniques entre le préfet entrant et le préfet sortant que s'est achevée cette cérémonie d'installation du nouveau préfet du département du Mungo dans la ville de Nkonsamba. Sur les attentes des populations du département du Mungo et celles de la ville de Nkonsamba en particulier, nous vous proposons de suivre ce reportage. Installé aux fonctions de préfet du département du Mungo par le gouverneur de la région du littoral, Yves Bertrand Diana est au cœur de toutes les conversations dans la ville de Nkonsamba. Je voudrais d'abord remercier le préfet sortant, M. René Galingon, qui a passé plus de 2 ans et demi avec nous dans ce département et qui a essayé autant que faire se peut de nous administrer. Nous lui disons merci pour tout son passage ici. Aujourd'hui, nous accueillons notre nouveau préfet. C'est une fierté d'avoir non seulement un nouveau préfet, mais aussi de savoir que c'est un jeune préfet. Comme on l'a dit ici tout à l'heure, je pense que c'est une fierté pour nous, opérateurs économiques, population de Nkonsamba. Et nous jeunes qui voulons bien qu'on mette les jeunes aux commandes de la République. Pour les populations riveraines, le nouveau préfet du département du Mungo doit s'inscrire dans la dynamique de son prédécesseur pour préserver la paix et la stabilité dans un département à la lisière de la frontière avec l'ouest du Cameroun et qui recueille une bonne partie des déplacés de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les attentes par rapport au nouveau préfet. Nous sommes dans un système politique, système administratif qui voudrait que ce n'est pas parce que, et le gouverneur l'a dit, ce n'est pas parce qu'il y a des attentes spécifiques. C'est beaucoup plus parce que dans le commandement, s'il y a beaucoup qui méritent d'être préfet, il faudrait bien qu'il y ait de la mutation. Et c'est ça la dynamique administrative. Faire en sorte que celui qui est resté un certain nombre d'années aille impulser une dynamique ailleurs et qu'un autre puisse apporter son expérience acquise en d'autres lieux. Pour les autorités traditionnelles, le nouveau chef de terre doit faire preuve d'impartialité. La problématique des morcellement de terrain, objet de litiges fonciers dans le département du Mungo, étant récurrente. J'aimerais que notre nouveau patron soit quelqu'un de très attentif et très méticuleux. Parce que Nkonsamba, surtout les problèmes terriens, qu'il soit tellement vigilant. Parce que c'est très facile ici en Nkonsamba. Tout est bazargué et on ne sait même pas qui fait quoi. Et avec la décentralisation qui arrive, qu'il soit vigilant, ça c'est l'une des choses que... Bénéficiant de préjugés favorables, le nouveau préfet du département du Mungo, Yves Bertrand Noël Diana, peut compter sur les populations pour accomplir pleinement ses missions.
Parlons en présent de la journée mondiale de l'alimentation. Les acteurs du secteur agricole se sont concertés à Douala. Il était question pour ces hommes et femmes d'évaluer les politiques mises en œuvre dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et d'évoquer la thématique de l'édition 2019. Frédéric Moutomé et Patrice Foucault. Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro, telle est la thématique de l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'alimentation. Cela fait appel au concept de développement durable, c'est-à-dire agissons de quelque manière que ce soit actuellement, de manière positive, mais sans compromettre la capacité des générations futures à avoir également la même satisfaction. Et alimentation saine fait appel à peu près 4 facteurs. Une alimentation nutritive, saine, sûre et variée. Monde zéro faim, cela appelle à nourrir ceux-là, effectivement, qui en ont besoin, mais également en préservant notre planète, donc logiquement en préservant l'environnement. En ce 16 octobre 2019, le dernier rapport du FAO est exposé, dévoilé et présenté aux acteurs de la communauté agricole de Douala. Sur une évaluation faite en 2017, le rapport même apparu en 2018, on recense à peu près 850 millions de personnes qui souffrent encore de la famine dans le monde, soit une proportion de 1 personne sur 9, c'est-à-dire 1 personne sur 9 dans le monde souffre encore du manque d'aliments en quantité et en qualité. À la délégation régionale du Minader pour le littoral, au-delà de l'exposition de l'offre des mets, cette célébration a été marquée par une table ronde, une grande réflexion qui vise à mettre en exergue les politiques publiques en matière de sécurité alimentaire. Garantir la sécurité alimentaire, c'est une quête permanente. Le Cameroun déjà a atteint la sécurité alimentaire, mais nous devons être sur nos gardes. C'est pour cela que au niveau du ministère de la Culture, nos objectifs d'abord, c'est d'accroître la production. S'agissant de la production agricole, celle-ci fait face à plusieurs problèmes majeurs. Les bassins de production, c'est là où il faut agir. Dans l'arrière-pays, le planteur est en train de pourrir. Le planteur, là, il ne sait même pas qui viendra acheter. Donc, c'est un problème de coulement, mais pas un problème de production. Même si la production agricole, mieux encore celle alimentaire, est assurée en quantité et en qualité au Cameroun, il reste aussi à assurer la liaison des bassins de production vers les consommateurs. C'est dans une petite localité du département d'Union et Foumou, c'est dans la région du centre, que Marie-Thérèse Abénandoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a célébré la 24e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Jean-Oscar Libok, Mohamed et Soumba 2. Le ministre de la promotion de la femme et la famille a choisi la petite localité des Dômes dans l'Union et Foumou pour célébrer la 24e édition de la Journée mondiale de la femme rurale. Le chemin qui mène à cette localité a été émaillé de plusieurs arrêts. Premier stop, l'entrée du département d'Union et Foumou. Les civilités d'usage à la délégation présentée par le préfet de la localité. Puis le cortège s'ébranle pour l'arrondissement des Dômes. Second arrêt, cette fois-ci, la visite d'un champ de manioc entretenu par une coopérative de femmes des Dômes. La beauté du travail et la maîtrise de la culture. Le savoir-faire de ces femmes dynamiques et entreprenantes ne s'est pas arrêté là. Il fallait aussi présenter à la grande caravane du ministre Marie-Thérèse Abénandoua qu'accompagnaient 4 membres du gouvernement femmes ainsi que les dames du CERAC, les étangs piscicoles où le professeur Marie-Thérèse Abénandoua a magistralement réussi à pêcher à l'aide d'une canne à pêche quelques poissons. C'était là quelques morceaux choisis avant la grande cérémonie organisée à la place des fêtes des Dômes. Ambiance carnavalesque, prestations artistiques ainsi que des discours. On trouve les femmes députées comme par exemple en loin, Foumou Marie Catherine, on foule. Ici en Dôme, on trouve madame le sous-préfet femme.
Au finish, Marie-Thérèse Abenaondo, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a tout simplement été satisfaite du travail présenté par ces femmes dynamiques des DOM. L'accueil a été très chaleureux. Je suis venue avec 4 membres du gouvernement, femmes, sont venus en appui physique et matériel aux femmes de cette localité. Nous avons passé toute la journée ensemble. Elles ont vu de quoi ces femmes sont capables. Nous avons vu des bons produits agricoles. Nous espérons qu'elles ont intégré le thème qui signifie qu'il faut exploiter les richesses de nos forêts, mais il faut en même temps penser à l'avenir, aux futures générations. Donc les femmes d'Indom, d'Union Infomo, nous ont montré de quoi elles sont capables. Nous en sommes très émus et fiers d'elles. Et nous leur souhaitons bon vent, qu'elles marchent ensemble en coopérative pour pouvoir prétendre à des appuis. Peu avant, c'est un appui important en matériel et en matériaux agricoles et autres nécessités offertes par le BINPROF et ses partenaires à ces femmes mues en association pour les encourager pour continuer à être ce maillon fort du développement du pays. Nous restons avec vous, Jean-Oscar Liborg et Mohamed Sombade, pour indiquer aux téléspectateurs que tous les 15 octobre de chaque année, ce depuis 24 ans, le Cameroun célèbre de concert avec la communauté internationale cette journée mondiale de la femme rurale, l'occasion d'exalter ces œuvres des femmes de la terre. Les précisions dans ce reportage. Hommes vivant en zone rurale et gestion durable des ressources productives. C'est le thème qui a sous-tendu la 24e édition de la Journée mondiale de la femme rurale, organisée cette année à plus d'une centaine de kilomètres de la ville de Yaoundé. L'arrondissement d'Indom, situé dans le département d'Union et Foumou, chef-lieu d'Akonolinga. C'est cette localité que le ministère de la promotion de la femme et de la famille a choisi de passer le message à toutes les femmes camerounaises à travers leurs sœurs vivantes à Indom. Cette dernière a profité de notre présence pour égrener leur chapelet des difficultés sur la gestion durable de leurs ressources productives. Nous n'arrivons pas à écouler nos produits agricoles parce que les routes sont très mauvaises, les plantains pourrissent, nos produits pourrissent. Et puis, nous avons aussi sur le plan agricole les problèmes des terres, où les terres ne sont plus très riches. Nous avons la pourriture en ce qui concerne le manioc, nous avons les cochenilles. Comme tu casses le corps à faire un grand champ, un vaste champ, et que les animaux dévastent ce champ-là, on ne gagne rien. Et ici en ville, vous-même vous voyez, il n'y a pas le courant. Nous souffrons, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas les routes. Nous vivons comme ça. Des fois, tu fais 2-3 jours en route à Yaoundé et Ndom. C'est un véritable calvaire quotidien que la femme rurale est appelée à affronter. Mais travailleuse et courageuse, elle n'abdique pas. Essaye bon gré mal gré de surmonter les difficultés, car forgée d'une volonté ténace de nourrir la citadine. Nous sommes organisés, malgré les conditions difficiles, nous nous organisons. Autour du réseau des femmes, nous faisons des réunions. Nous faisons des réunions mensuelles, c'est-à-dire nous retrouvons une fois par mois où nous tenons des causeries éducatives avec les femmes pour les amener à ne pas se décourager, à se rassembler autour des coopératives, les divers domaines agricoles ou alors dans les autres domaines comme l'élevage ou la pisciculture. Le message que je peux envoyer est que Madame le ministre a pensé à nous, qu'elle continue à nous soutenir, les femmes d'Indom. Nous remercions Madame le ministre que chaque année, on a besoin de Madame la ministre ici à Indom. Entreprenante, la femme rurale l'a démontré et cette journée encore du 15 octobre à elle consacrée chaque année se veut désormais une journée de réflexion pour diminuer ces obstacles en lieu et place des réjouissances à elle offertes ou présentées. Hélas. Mise à pied, pas de divorce, pas de... En politique, c'est un pari de mobilisation tenu par la présidente de l'OFRDPC de la session Mungo Nord 3, accompagnée du président de la session du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de cette circonscription électorale. Yvonne Eidi a parcouru l'ensemble des sous-sections pour remobiliser les troupes dans la perspective des prochaines échéances électorales au Cameroun. C'était au cours d'une tournée de remobilisation des militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Jémé Yedna, Château-en-Vallon.
passé l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 avec des résultats que l'on connaît. Place à la remobilisation des troupes dans la section OFRDPC, Mungo Nord 3. Et c'est à cet exercice que s'est prêtée la présidente de la dite section des 10, 11 et 12 octobre dernier en Konsamba, dans le chef-lieu du département du Mungo. De la sous-section aviation à celle Pola et Kolmbeng, passant par la sous-section de Baré-Somto village. C'est une mobilisation tous azimuts des femmes pour un accueil chaleureux à la présidente et Yidi Yvonne, qui en retour n'a pas caché l'émotion d'une mère poule, prête à ne pas laisser ses poussins à la portée des rapaces, toujours prêt à les happer à la moindre distraction. C'est la deuxième fois que je fais une tournée dans mes différentes sous-sections. En fait, l'objectif de cette tournée, c'est de redynamiser le parti, de faire revivre mes sous-sections, de raviver la flamme du RDPC, que les militantes sachent que nous avons des échéances qui approchent et qu'elles restent toujours en alerte et qu'elles sachent que le RDPC est le parti de l'émergence. Et à chaque étape de son périple, parfois sous une pluie battante, ce sont des militantes déterminées qui ont bravé les intempéries pour écouter le message du sens de responsabilité, d'engagement politique et de préparation des prochaines échéances électorales. Déjà que nous devons rester unis, soudés. Ça, c'est des braves femmes déjà ici. Je tiens à préciser que nous avons gagné les élections présidentielles ici en Konsamba 3e. Ces femmes sont des femmes qui sont très fidèles. Elles sont fidèles. Je n'ai aucun souci. C'est des femmes qui sont toujours là avec moi et elles sont prêtes à travailler, à faire tout pour que les prochaines élections soient gagnées en Konsamba 3e. Sentiment de satisfaction parce qu'il était de bon temps qu'après un moment latent, nous puissions venir revitaliser, n'est-ce pas, la base et faire une tournée afin de galvaniser les troupes et les préparer par rapport aux échéances futures qui, dans un moment très proche, vont arriver. Donc il était de bon temps que nous entrions en contact avec la base, que nous puissions savoir comment les militants se portent et leur faire savoir que nous sommes là et que le parti continue à être présent. Ce sur le gâteau, en bonne mère de famille, la présidente de la section OFRDPC, Mungo Nord 3, n'est pas venue les mains vides. Dame Yvonne Yidi a remis des produits de première nécessité à toutes ses camarades, à chacune de ces étapes, en guise de remerciement pour les scores enregistrés en faveur du candidat du RDPC, son Excellence Paul Biya, dans cette circonscription politique lors de la présidentielle d'octobre dernier. Et en guise de réponse, ces militantes en extase ont promis de récidiver au cours des élections locales à venir. On en vient maintenant à l'actualité hors de nos frontières et on parle à présent de ces déplacés observés depuis l'offensive turque au Kurdistan iranien. Les précisions de nos confrères d'Euronews. Loin de chez eux, dans un pays qui n'est pas le leur, ils arrivent au compte-gouttes dans le camp de réfugiés de Domiz au Kurdistan irakien. Ces Kurdes syriens ont été contraints de fuir les combats et les bombardements dans leur pays. Ils sont officiellement 500 à avoir été pris en charge, la plupart escortés par les autorités locales, mais d'autres sont arrivés ici par leurs propres moyens. Un voyage difficile. Ils ont refusé de nous laisser passer de l'autre côté de la frontière. Alors mes enfants et moi, nous l'avons traversé avec des passeurs. C'était une longue marche à pied. Nous étions extrêmement fatigués jusqu'à ce qu'on arrive ici.
Il y a à peine 10 jours, les territoires contrôlés par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie étaient en paix après des années de guerre. Mais depuis l'offensive militaire turque, la résurgence de l'organisation État islamique et le déploiement militaire du régime syrien, la région est à nouveau plongée dans le chaos. D'après l'ONU, il serait plus de 160 000 civils kurdes à avoir fui les zones de guerre. La plupart sont restés en Syrie. Très peu ont réussi à passer en Irak. Nous sommes arrivés ici, mais nos familles et nos proches n'ont pas encore pu partir. Certains sont malades et d'autres sont âgés. Nous demandons au président Bachar el-Assad d'ouvrir la frontière aux personnes malades. Côté syrien, les autorités kurdes ont annoncé mardi un arrêt des activités de toutes les ONG. Même si les organisations continuent leur activité en Irak, une telle nouvelle fait craindre un véritable désastre humanitaire dans la région. C'est tout pour cette livraison de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention et restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.